le mille-pattes géant d'Amérique Narcissus americanus. Dans cette capsule, je vous parle de cette espèce d'arthropode unique et je vous montre comment faire l'élevage à la maison. Le 12 novembre 2023, j'ai été invitée par le Parc des Champs de bataille ici à Québec sur les plaines d'Abraham pour une activité qui visait à sensibiliser et éduquer le public sur les araignées et d'autres invertébrés. Pour animer le kiosque que je tenais en collaboration avec l'Association des entomologistes amateurs du Québec, dont je fais aussi partie, on a décidé de donner des mille-pattes et des cloportes. Les mille-pattes ont été une attraction bien populaire. Mais reculons un peu. C'est le 31 octobre, la journée même de l'Halloween, que j'ai reçu les mille-pattes et les cloportes par la poste. Puis j'étais pas mal occupée en train d'organiser mon kiosque d'Halloween. Puis je savais que les jeunes là, arrivaient, j'étais un petit peu serrée dans le temps. Fait que quand le colis est arrivé, je l'ai ouvert vite. J'ai regardé si tout était beau, puis je l'ai mis de côté et je suis allée vaquer à mes occupations d'Halloween. C'est une fois passé 20 heures que j'ai commencé à serrer mon matériel d'Halloween. J'étais de retour dans la maison et mon œil a accroché quelque chose au sol de gros qui bougeait. C'était un mille-pattes, puis il était super gros en plus et il avait réussi à s'échapper. Donc voici de quoi ça a l'air, puis en passant vous allez voir que j'avais pas encore eu le temps d'enlever tout mon maquillage d'Halloween. L'aventure a commencé drôlement, mais j'étais vraiment contente de recevoir les bestioles à la maison. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pu ouvrir la boîte qui contenait les mille-pattes et les cloportes et m'en occuper davantage. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agissait d'arthropodes offerts gracieusement par l'Association des entomologistes amateurs du Québec. Merci Étienne! Ici, je fais un petit habitat temporaire pour les mille-pattes et les cloportes. Je veux vérifier si tous les organismes sont en forme et leur donner une petite collation. Puis je leur mets un peu d'humidité au passage. Une petite collation. Un tout petit push puis une petite collation. J'espère qu'ils vont être contents. Il y en a des plus petits, puis il y en a des pas mal plus gros. Lui, il est pas mal gros. Il reste là. Je me suis fait un ami. Et j'en profite bien sûr pour prendre des photos et des vidéos de tous les côtés. Il y en avait du monde là-dedans. L'activité a eu lieu quelques jours plus tard, puis à la fin de l'activité, il me restait encore des cloportes et des mille-pattes, mais pas de problème, j'en ai gardé pas mal. Puis d'ailleurs, mon conjoint qui a vu que je m'amusais beaucoup déjà avec ces petites bêtes-là, il m'a offert un cadeau de Noël d'avance, on était à la mi-novembre, hein? Il m'a offert un terrarium avec tout le kit inclus, on va voir ça un petit peu plus tard. Je suis un petit peu gâtée, hein? Avouez que j'ai presque l'air d'une pro avec tout cet équipement. Dans les prochaines minutes, je vais premièrement vous introduire au mille-pattes géant d'Amérique Narcissus americanus et deuxièmement, je vais vous montrer comment l'élever à la maison. Le mille-pattes géant d'Amérique est le plus gros mille-pattes que l'on peut retrouver au Québec. Il peut mesurer jusqu'à 12 cm. Malgré son nom mille-pattes, il a environ 200 pattes. Regardez-les ici se soulever tour à tour formant une vague. C'est fascinant, n'est-ce pas? Sa longévité maximale serait d'environ 11 ans, ce qui est pas mal vieux pour un arthropode, et sa maturité sexuelle serait atteinte entre 1 à 4 ans. Le mille-pattes géant d'Amérique aime les endroits sombres et humides comme les dessous de roches ou de bûches, ainsi que la litière de feuilles au sol. C'est un détritivore qui se nourrit de champignons, d'écorces et d'autres matières organiques en décomposition, y compris des fruits et des fesses d'animaux comme les cerfs de Virginie.
Au Québec, on le retrouve plus au sud de la province, comme en Montérégie et en Estrie. Leur vision est très pauvre, donc ils ont recours beaucoup à leurs antennes pour tâter leur environnement. On le voit bien ici, puis je vais vous montrer quelques vidéos supplémentaires. Malgré leur faible vision, ils sont lucifuges. Ça veut dire qu'ils aiment pas ça quand il y a de la lumière. Comme lui, là, il gigote pas mal parce que j'ai pas mal de lumière pour filmer ici, là. Ils deviennent très actifs puis ils cherchent une place où se réfugier quand il y a de la lumière. D'ailleurs, j'ai de la misère souvent à les prendre en vidéo dans leur terrarium parce que dès que je mets une lumière, ils vont se cacher puis s'enfouir. Excepté quand ils mangent du concombre. Pour ce qui est de la reproduction, les premières sources que j'ai consultées suggéraient que le mille-pattes géant d'Amérique, contrairement à d'autres mille-pattes, ne pondrait qu'un œuf à la fois et que la femelle s'enroulerait autour de son œuf qui est enroulé aussi dans des excréments, dans des débris organiques et qu'elle le protégerait un certain temps. Cependant, en réécoutant la vidéo de Folle Bestiole sur le Narcissus americanus, je me suis rendu compte qu'eux avaient eu beaucoup de rejetons à partir de seulement quelques individus, donc la thèse de un œuf par femelle ne tenait pas. J'ai échangé avec Folle Bestiole et j'ai discuté aussi avec 2 autres personnes qui ont déjà élevé des Narcissus americanus et tout pointe vers le fait que non, la femelle ne pond pas seulement un œuf. La thèse de un œuf par femelle, elle est diffusée entre autres sur Wikipédia, mais qu'on va creuser dans des forums et qu'on va voir d'autres sites internet, il y a des gens qui parlent de plusieurs dizaines d'œufs par femelle chez les Narcissus americanus. En bref, les femelles pourraient avoir plus d'un rejeton à la fois, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, un des faits intéressants que j'ai lu sur internet, c'est que les femelles peuvent porter leur œuf à l'intérieur d'elles pour les protéger, et ça semble cohérent avec une observation que moi-même j'ai faite, que voici. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait au juste. Il fait ce mouvement-là depuis un petit bout. Peut-être qu'il se réchauffe. Le bain. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'était ça, là, mais il y a une boulette qui est partie du haut puis qui a été englobée par le bas du corps. J'ai voulu savoir parmi les individus matures que j'avais combien étaient des mâles et combien étaient des femelles. Et ça aussi, dans la littérature, j'ai vu des informations divergentes. À un endroit, j'ai lu que les mâles avaient des antennes et des pattes plus longues que les femelles. À d'autres endroits, j'ai lu que les mâles avaient des paires de pattes atrophiées ou absentes vis-à-vis le 7e segment. Enfin, il y a d'autres endroits qui disaient que le 7e segment des mâles, là, au niveau dorsal, était plus bossu. J'ai examiné mes 4 individus matures, dont celui-ci, puis je me suis rendu compte qu'il y en a 2 d'entre eux qui avaient à la fois des pattes plus longues, une bosse vis-à-vis le 7e segment et ce qui me semblait être un manque de paire de pattes vis-à-vis le 7e segment, donc probablement 2 mâles, alors que les 2 autres ne présentaient pas ces caractéristiques-là, donc probablement 2 femelles. Au niveau des antennes, là, j'ai pas vu de différence. Puis celui que j'ai ici, je vais essayer de l'approcher, celui que j'ai ici, ce serait un mâle. Puis le truc le plus facile, là, parce que d'essayer de voir les pattes, c'est difficile, là, c'est de voir la bosse au niveau du 7e segment. D'ailleurs, sur la vidéo de l'individu qui met un œuf dans son corps, on ne voit pas de segment bossu. C'était vraisemblablement une femelle. Lorsque le mille-pattes est perturbé, il peut se rouler en boule, cachant ses segments ventraux plus vulnérables. Il peut aussi relâcher un liquide irritant contenant des benzoquinones. Ce liquide peut irriter les yeux, les muqueuses et la peau. Par conséquent, il faut bien se laver les mains après toute manipulation. De toutes les fois que j'ai manipulé ces mille-pattes, ça m'est jamais arrivé qu'ils émettent ce liquide, sauf une fois, et c'était un cas extrême. Je vous le montre ici. Bon, ben la première fois que, par mégarde, j'ai
magané un mille pattes, pauvre Coco, il était en haut là, je l'ai pas vu, j'ai ouvert la porte ici puis ça a fait croche. Je me sens tout croche. Parce que j'aime beaucoup les animaux, hein, fait que même si c'est un arthropode, là, fait que là, je l'ai mis dans un petit plat à part en espérant voir s'il passe la nuit, mais il gigote, je l'ai magané beaucoup. À suivre. Le mille-pattes géant d'Amérique, c'est un organisme robuste et facile d'entretien. C'est donc un bon animal de compagnie pour une personne comme moi qui est occupée et qui aime voyager. Alors parlons-en justement de l'élevage. Pour m'assurer que les personnes à qui je donnais des mille-pattes et des cloportes en prenaient bien soin, j'ai écrit des instructions de soins que vous allez retrouver sur le site de l'Association des entomologistes amateurs du Québec. Je vais mettre l'adresse dans les détails liés à la présente capsule vidéo. Première chose, le contenant. Pour élever votre mille-pattes, vous pouvez avoir un terrarium, un aquarium ou même un plat en plastique muni de trous. Si vous avez un plat de plastique, assurez-vous de faire beaucoup de trous. Moi ici, c'est mon plat que j'utilise pour mes chenilles. C'est un plat de transport pour les mille-pattes, mais en réalité, je devrais faire davantage de trous. J'en ai fait dans le couvert, là, mais normalement, on suggère de faire même plus de trous pour qu'il y ait suffisamment d'aération. C'est vraiment important. Moi, j'ai un terrarium qui est muni d'une machine qui envoie de l'eau à certaines fréquences, mais vous pouvez aussi vous acheter une bouteille pour vaporiser vos contenants ou même votre terrarium. Puis, fait important, ce mille-pattes-là, il peut grimper. Donc, si vous avez un plan plastique, assurez-vous d'avoir un couvert qui est bien fermé. Pas étanche, mais bien fermé. Deuxièmement, substrat. Les mille-pattes ont besoin d'un habitat humide mais non trempé, donc il ne doit pas avoir de formation de flaques d'eau. Et le plus important, c'est que le substrat soit bien aéré et nutritif. C'est vraiment essentiel. Pour ce faire, mélangez de la terre à jardin, des feuilles mortes et des copeaux de bois non traités. Vous pouvez vous procurer ces éléments dans des centres de jardin et en animalerie. Vous pouvez aussi utiliser des matériaux naturels venant de l'extérieur, mais sachez qu'ils peuvent être une source d'introduction d'organismes non souhaités dans votre demeure. On est le 15 novembre, puis je me ramasse des feuilles pour cet hiver pour donner à mes décomposeurs, des mille-pattes et des cloportes que j'ai gardées à la maison et que je vais tenter d'élever. Évitez les matériaux qui auraient été en contact avec des pesticides ou nettoyez-les bien. D'autres matières peuvent être ajoutées pour préserver l'humidité du sol et constituer un habitat intéressant pour vos mille-pattes, comme de la fibre de coco, de la sphaigne, des écorces de liège et même du compost. Troisièmement, décoration et cachettes. Pour offrir des cachettes à vos mille-pattes, vous pourrez rajouter des pierres, des poteries, des morceaux d'écorce. Ici, c'est une écorce artificielle, mais tous ces éléments-là, ça fait l'affaire. J'ai aussi rajouté des branches et des feuilles à l'habitat. Par exemple, là, j'ai des branches de cette grosseur-là, puis j'en ai des plus petites. Dans la littérature, on suggère d'utiliser des écorces de feuillus parce que les écorces de conifères peuvent comprendre une résine à laquelle les arthropodes peuvent rester agglutinés. En plus de tout ça, vous pouvez utiliser d'autres éléments comme des boîtes d'œufs. Je vous ai mentionné plus tôt que ces mille-pattes étaient lucifuges. Ils vont donc chercher à se creuser un terrier dans lequel se cacher. Et s'ils ne sont pas en train de se déplacer activement pour chercher de la nourriture, ils peuvent y rester cachés pendant de longues périodes, donc c'est normal de ne pas les voir très souvent. Le meilleur truc, c'est de les observer le soir venu. Ils sont particulièrement actifs un peu avant qu'on aille se coucher, entre 10h et 11h du soir. Il y en a plein qui grimpent partout. Ça a l'air d'un film d'Indiana Jones avec plein de tas de bêtes qui grimpent. Ou encore, quand ils ont des concombres et des courges, sont tellement gourmands qu'on les voit même pendant la journée. Quatrièmement, température et humidité. En matière de température, le mille-pattes géant d'Amérique, c'est un organisme du Québec. Alors, il va se satisfaire de la température ambiante dans votre maison. Pour l'humidité, utilisez un vaporisateur pour maintenir le substrat humide et comme je l'ai mentionné tantôt, assurez-vous qu'il ne se forme pas de flaques d'eau.
Moi, mon terrarium, il est muni d'un vaporisateur programmé. Je trouve que ça facilite beaucoup la tâche, mais vous pouvez vous acheter un simple vaporisateur en magasin et vérifier régulièrement que le taux d'humidité, il est bon. Cinquièmement, la nourriture. Les mille-pattes d'Amérique vont se nourrir des feuilles et des copeaux de bois qu'on leur donne tant qu'ils sont dans un certain niveau de dégradation. C'est comme ça qu'ils les préfèrent. Par contre, pour une colonie en bonne santé, il est recommandé de bonifier leur alimentation avec certains groupes d'aliments. Environ une fois par semaine, offrez-leur des morceaux de concombre, de courge ou des râpures de carottes. Des fruits sucrés comme des tranches de pommes peuvent aussi convenir mais tendent à attirer davantage d'autres organismes comme les drosophiles. Visez des produits biologiques exempts de pesticides ou encore rincez-les bien avant de leur donner. Puis enfin, assurez-vous de retirer les morceaux après environ 2 jours pour éviter la formation de moisissures dans le terrarium. Selon mes observations, ce sont les concombres et les courges qui sont les grands gagnants. Les carottes, ça n'a pas été très fameux. Puis les fruits, on n'a pas essayé parce qu'on a déjà un problème de drosophile à la maison. C'est une autre histoire, je vous en reparlerai. Fournissez-leur une source de calcium comme des coquilles d'œufs broyées ou des os de sèche. Cela favorise la croissance de leur exosquelette. Donnez une source de protéines entre une fois par semaine à une fois aux 2 semaines. Il peut s'agir de croquettes qu'on donne à des chats ou des chiens. Ça peut être des flocons qu'on donne à des poissons, des bâtonnets de tortues. Ou moi, ce que j'utilise, ce sont des verres à farine séchés qu'on donne à nos gerbilles. Selon ce qui est donné, si ce sont par exemple des croquettes pour chats et chiens qui peuvent pourrir, on va les retirer de l'habitat après 2 jours parce qu'on veut éviter la formation de moisissures. Vous pouvez également leur fournir un petit plat d'eau, ils iront y boire, mais il faut que le plat d'eau soit peu profond pour pas que nos mille-pattes se noient dedans. Et moi, je les ai filmés, effectivement, ils vont y boire et en plus, ils aiment beaucoup aller se cacher en dessous. Ça fait une belle cachette. Je viens de rajouter des branches, j'ai remis de l'eau un peu en arrière, j'ai mis des nouvelles feuilles que je gardais congelées au frigo. On voit ici, il y a un cloporte là, puis il y a quelques amis mille-pattes ici. Oui, puis j'ai mis des coquilles d'œufs broyés pour un petit peu de calcium. Puis en arrière, je sais pas si on les voit, j'ai des verres de farine. J'essaie de focusser des verres de farine qu'on donne à nos gerbilles séchées, là. Ça peut servir de source de protéines. C'est à ça que ça ressemble. Sixièmement, l'entretien. Une des étapes les plus cruciales, c'est de vérifier le taux d'humidité régulièrement. Vérifiez l'état de votre terrarium fréquemment afin d'éviter la croissance de moisissures. C'est important de retirer la nourriture après 2 jours. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit plat, comme vous voyez ici. Alors, c'est le petit plat que je vais retirer. Je vais pouvoir tout nettoyer sans problème. Comme vous le voyez dans le cas ici, d'ailleurs, le concombre commence à présenter de la moisissure, ce qu'on ne veut pas avoir dans le reste du terrarium. Si les moisissures persistent, votre terrarium pourrait être trop humide ou avoir un mauvais flux d'air. Dans ce cas, aérez-le davantage ou diminuez la fréquence des vaporisations. Remplacez le substrat quelques fois par année. Moi, j'ai prévu de le faire une fois à l'automne et une fois au printemps parce que j'ai aussi des cloportes dans l'habitat et je vais aller mener les résidus dehors. Comme ça, je vais m'assurer de ne pas tuer aucun organisme. Septièmement, les précautions à prendre. Ce mille-pattes est inoffensif. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il peut s'enrouler lorsqu'il est perturbé et il peut aussi sécréter une substance irritant la peau et les muqueuses. Même si ça ne semble pas arriver souvent, prenez les précautions nécessaires et en particulier, lavez-vous les mains. Évitez également que de jeunes enfants ou que vos animaux de compagnie les portent à leur bouche. Huitièmement, la reproduction. Si vous avez plusieurs mille-pattes, il est possible qu'ils se reproduisent. Les jeunes mille-pattes ressemblent aux adultes, mais en tout petit, ils se développeront avec le temps. Moi, j'ai eu de la chance, jusqu'à maintenant, j'ai vu un tout petit mille-pattes dans mon terrarium, donc, youpi, ils se reproduisent. Ah, je pense que tu as une surprise. Je
pense que tu as une surprise. Ouais. Là, j'arrête la vidéo pour mieux voir, mais je pense que là, tu as un petit mille-pattes minuscule. Où? Yeah, non? Ah ben. Oh, c'est un bébé mille-pattes! Il y a un autre bébé mille-pattes! Ça, c'est un autre aussi, c'est le même qu'à l'autre fois, mais en tout cas, là, on est toujours un dans l'eau. Un bébé mille-pattes. Ça, c'est un petit bébé. Ça, on voit par rapport au gros sur le dessus, il est petit. Puis il y en a d'autres. Parce qu'ils vont sauver avec la lumière. Il y en a au moins un deuxième ici. Troisième ici. Lui, peut-être un petit grain plus gros. Neuvièmement, la cohabitation. Vos mille-pattes peuvent cohabiter avec des organismes comme les cloportes puisqu'ils partagent le même habitat. Depuis que j'ai commencé à élever des mille-pattes, je me suis inscrite à des forums sur Internet et j'ai lu qu'il y a des gens qui recommandent de ne pas les mêler ensemble, les cloportes et les mille-pattes, parce que les cloportes peuvent se nourrir des œufs et des jeunes mille-pattes. En revanche, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils les élevaient les deux ensemble et qu'il y avait quand même un bon succès de reproduction des mille-pattes. Alors, je vous dirais que de mélanger les cloportes et les mille-pattes, ça reste à votre discrétion. Finalement, après avoir discuté avec un collègue qui se connaît mieux en élevage de cloportes, j'ai compris que ça dépend de l'espèce de cloporte. Donc, il y a des espèces qui vont être plus agressives et qui vont effectivement se nourrir des œufs et des jeunes mille-pattes. Donc, peut-être que pour une première expérience d'élevage de mille-pattes, vous seriez mieux de les élever sans des cloportes. Moi, je vais probablement faire du ménage dans mon terrarium et me départir de mes cloportes. L'élevage d'espèces indigènes comme le mille-pattes géant d'Amérique, c'est une belle façon d'entrer en contact avec des arthropodes d'ici. Et si on leur donne les soins appropriés, ils s'avèrent être des animaux de compagnie peu exigeants. Puis en plus, c'est une belle façon de montrer à notre entourage et aux enfants que les insectes et les autres arthropodes, là, ce sont des organismes vraiment fascinants qu'on peut aimer. Essayez-le, vous allez être charmés. Hein? Tu trouves pas, toi? Tu veux-tu me donner un bisou?